On pourrait croire au départ que c'est un livre de sociologie, hein, mais en fait c'est beaucoup plus que ça. D'abord parce que Jean-François a une particularité comme sociologue, c'est qu'il fricote beaucoup avec les historiens, mais surtout beaucoup avec la matière préférée des historiens, qui est le papier. Et le côté enquête dans le temps, hein, enquête minutieuse pour rechercher les gens, pour rechercher à redonner la vie derrière le papier, hein, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart de tes travaux. Mais dans celui-là, c'est vraiment aussi, comme pour le mien, la découverte d'un fond un peu inédit et inattendu. Dans les caves, moi c'était plutôt dans le grenier d'institution que j'ai retrouvé des dossiers. Toi, c'est des dossiers que tu as retrouvés dans la cave sociale qui allait déménager. D'ailleurs, comme toujours, c'est souvent des papiers qui sont entassés, oubliés, qui encombrent et qu'on est sur le point de jeter. Et là, pareil, tu as fait, comme moi, un travail de sauvegarde d'abord de ce fond, parce que très vite, tu as aperçu que dans ce fond, il y avait effectivement des histoires de vie qui dépassaient simplement l'aspect très administratif d'un dossier. C'est ce qu'on retient en premier. On se dit, oh là là, un dossier, ça va être de l'administration. On fait tous des dossiers administratifs dans le cours de notre vie. C'est quelque chose d'assez rebutant. Et la particularité qui ressemble beaucoup dans nos deux corpus, c'est d'avoir découvert dans ces dossiers des traces tangibles des principaux concernés, des premiers concernés, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire de retrouver dans les dossiers la voix des personnes prises en charge, et là en l'occurrence d'une jeune fille. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup changé, fait changer de perception du métier de l'assistante sociale, c'est que tu as découvert toi-même avec surprise, et d'ailleurs c'est vraiment le fil principal narratif de ton livre, que c'est que ces assistantes sociales qui sont cantonnées à une mission très particulière, plutôt en amont et dans le suivi premier de la jeune fille pour l'accompagner jusqu'à une institution, en fait, dépasse totalement le cadre de sa mission, puisque ça devient, dans le cas que tu as trouvé, des correspondances qui vont durer sur 20 ans, si je ne me trompe pas, voire même plus, et qui vont du coup tisser une relation tout à fait particulière entre la professionnelle et la personne qu'au début elle accompagne, et puis qui rapidement devient un rapport qui n'est plus simplement un rapport professionnel, mais devient un rapport presque intime, au point que l'assistante sociale finit par devenir la marraine du premier enfant de la fille qu'elle a suivie. Donc il y a vraiment que, du coup, on suit cette relation qui pas bascule, parce qu'il y a toujours quand même une certaine retenue. On n'est pas, c'est pas la famille, c'est pas la marraine gâteau qui va jouer à celle qui est du cercle familial. Elle garde toujours une posture professionnelle, mais en même temps, au fil du temps, forcément, se lie. Il y a des liens qui se créent, qui dépassent juste la mission, et surtout que sa mission à elle-même, l'assistante sociale, normalement aurait dû s'arrêter, elle ne s'arrête pas. Et donc ça posait toute la question de l'engagement et de la relation, finalement, se tisse au-delà de la mission et de la posture professionnelle auquel on est astreint au départ, à partir du moment où le lien se fait dans le temps. C'est une caractéristique de cet archive-là, c'est une correspondance sur 20 ans où on a l'écriture de Micheline et l'écriture de l'assistante sociale. On a les deux côtés de la correspondance. Deuxième caractéristique, c'est évidemment professionnel, mais les années passant, se crée une amitié où on ose se poser des questions un peu privées, mais pas trop, mais un peu. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de voir de quelle manière on peut être complètement dans une profession, dans des projets éducatifs précis, et comment au fil du temps on peut aussi avoir des relations d'amitié en même temps avec les jeunes garçons ou filles. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. Cette question, je la trouve intéressante parce que je ne sais pas comment on en parle dans la formation ici, mais c'est intéressant de voir que les affects ça existe, et on a beau nous répéter sans arrêt attention aux affects, il faut tenir résistance aux affects, etc. Ça n'empêche que les affects continuent à vivre et font vivre souvent une mémoire. Et la correspondance n'a pas été jetée, brûlée.
par l'assistante sociale parce qu'elle est attachée à ce lien avec Micheline. Et donc j'étais très très sensible. J'étais très sensible pour une raison un peu biographique aussi, en dehors du fait que j'ai travaillé dans le travail social. J'ai vécu 1 an dans un foyer de mère qu'on appelait célibataire en 70 à Rouen. Et donc je me souviens très bien des questions qui se posaient sur ces filles dont on se méfiait un peu de toutes leurs sorties. En gros, c'était qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles sortent dehors. Et donc, je me souviens très bien que les travailleurs sociaux, les éducatrices, les éducateurs étaient très attachés pour produire des affects avec elles, pour garder ce lien et pour exercer évidemment un contrôle, mais en même temps une attention bienveillante. Donc voilà, je trouve que le thème de contrôle et attention bienveillante est bien plus présent dans les pratiques que ce qu'on nous apprend dans les écoles ou dans les discussions qu'on peut avoir entre travailleurs sociaux. Ce qui est très étonnant, c'est que toutes ces lettres, parfois des cartes postales, même des annonces de naissance, et bien finalement, elles sont quand même consignées dans le dossier. On pourrait penser qu'il y a un moment, l'assistante sociale bascule entre la correspondance professionnelle qu'elle doit rendre compte dans le dossier et puis sa correspondance qui deviendrait de l'ordre du privé, du lien qui se tisse. Mais non, pourtant, toute la correspondance est bien rangée au nom du dossier. Et c'est un petit peu le même choc que j'ai eu il y a maintenant un peu plus de 20 ans, quand j'avais été chargé, avant d'en devenir responsable récemment, de créer ce centre d'exposition Enfants en justice. C'est très vite, j'avais été frappé par la présence au début très fantomatique des jeunes qui étaient passés dans cette institution. Il s'agit d'une institution, comme disait Jean-François, un centre d'observation qui avait ouvert en 1945, qui avait fonctionné comme centre d'observation jusque dans les années 70, donc pendant presque 30 ans. Et on m'avait chargé de créer donc à l'époque ce centre d'exposition historique sur l'histoire de la justice des mineurs, mais dans ce lieu qui était une partie du pavillon un étage de cette ancienne ferme qui était appelé au départ le pavillon d'accueil. Donc c'était le lieu où arrivaient les jeunes et où étaient enfermés les jeunes pendant à peu près une semaine. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que les chambrettes, comme elles étaient désignées, qui ressemblaient très fortement à des cellules, étaient couvertes de graffitis. Et donc, quand on rentrait dans ce couloir et quand on rentrait dans chacune des chambrettes, il y avait 18 chambrettes, tout de suite, on voyait la trace des derniers occupants. Par la date, d'ailleurs, des graffitis, j'ai pu voir que ce lieu avait fonctionné tel quel jusqu'en 1969. Et il était couvert de cette trace d'écrits de ces jeunes. Et par ces écrits, on sentait leur présence. Alors, il y avait des dessins rigolos, il y avait des phrases classique, mort aux vaches ou vivement la vie de château. Mais il y avait cette présence comme ça très forte qui d'ailleurs on a conservée et que les visiteurs ressentent très forte quand ils vont aujourd'hui. Et donc très vite, je me disais, j'ai envie de savoir plus. Est-ce qu'on peut trouver finalement la trace? Qu'est-ce qu'ils laissent comme trace à part tout ce qu'en disent les adultes qui se sont occupés d'eux? C'est en circulant dans le centre que finalement, moi, je suis monté dans les greniers. Toi, tu étais descendu dans la cave. Et dans les greniers, j'avais découvert un tas, mais vraiment extrêmement impressionnant, puisque je l'ai évalué par la suite à 25 000 dossiers individuels qui avaient été entreposés dans le grenier entre 1945 et le début des années 1970. Et au début, j'ai été frappé par le tas, mais comme toi, sans doute, quand tu as vu les premiers dossiers, je me suis pas dit « Waouh, ça y est, je vais voir les jeunes ». C'est-à-dire que je me suis dit je vais trouver des dossiers administratifs où je vais entendre des assistantes sociales qui vont faire leur enquête, des éducateurs qui vont faire leur rapport, éventuellement des psychologues, parce que je savais qu'il y en avait eu qui allaient faire leur expertise, éventuellement le juge qui allait prononcer une décision, peut-être le commissaire de police qui allait faire un interrogatoire, mais je ne pensais pas du tout trouver les jeunes. La vraie surprise, c'est d'abord, en ouvrant le dossier, on tombe sur leur photo. Même si c'est une photo judiciaire, c'est quand même une photo où on regarde face à face. Et puis, surtout, j'ai trouvé des paroles. Des paroles sous forme à la fois d'entretien d'arrivée, donc des paroles retranscrites,
des paroles sous forme de cahiers d'écoliers, on reviendra dessus parce qu'en fait j'ai découvert après que c'était des tests psychologiques, et aussi des paroles confisquées sous forme de lettres qui avaient été interceptées aussi bien du jeune à ses proches que des proches aux jeunes. Avec ces photos, est-ce que tu as trouvé des petits bandeaux du nom, prénom, comment on appelle ça, ces tissus qu'on coud dans les vêtements des enfants qui partent en colonie de vacances? Vous voyez, en rouge, vous avez votre prénom, le nom, et vous avez 50 fois. Et donc avec la photo, des fois on trouve ce ruban avec le nom et le prénom, et c'est très touchant de savoir que ça a été, certains d'entre eux, attachés à des vêtements qui ont disparu, mais je ne sais pas si ça vous arrive de faire les brocantaires. Moi, ça m'arrive de trouver des vêtements avec le petit bandeau du nom, prénom. Voilà, je pense qu'on se parle facilement parce qu'on a le même problème. Enfin, on en est à la même taille, au même agrandissement et d'attention envers des petites choses. Ce petit ruban rouge avec prénom, nom qui se répète 150 fois, c'est un détail, mais c'est pas du tout un détail. C'est la marque. C'est la marque de l'institution. Quand vous trouvez des pullovers, je me souviens, vous trouvez des pullovers de gens que vous connaissez ça veut dire qu'il a été forcément au moins en colonie de vacances, au moins. Et possiblement en institution X, Y, Z. Donc la marque, les gens peuvent la garder pendant 60 ans. Un vieux pullover avec sa marque, son nom, son prénom. Et donc, je crois que c'est ça qui réunit, qui rapproche les deux ouvrages, c'est on cherche les détails, on n'est que sur des détails, mais des détails qui portent l'institution, en quelque sorte. Et donc dans les documents de Micheline, c'est très touchant de voir que Micheline ose demander à l'assistante sociale « Alors, vous êtes parti au sport d'hiver faire du ski ?» Et l'assistante sociale « Oui, j'y étais avec mon ami, et on a passé 15 jours, c'était super, on n'a pas de sécurité sur les skis, c'est dangereux, mais... » Enfin, donc, c'est une relation professionnelle, et en même temps, quand Micheline l'interroge sur ses vacances, elle répond sur ses vacances. Donc ce croisement de privé-public me semble inhérent au métier de relation à autrui, surtout quand cette relation à autrui dure plusieurs années. Alors parfois, d'ailleurs, le privé peut nous renvoyer à la frontière même de notre métier, entre le métier de chercheur et le métier de voyeur. Moi, j'ai pas trouvé le petit ruban brodé, puisque sur les photos judiciaires, c'est vraiment l'ardoise, comme on voit dans les films, l'ardoise qui est portée devant, avec le nom inscrit. En revanche, une des impressions les plus troublantes que j'ai eues à Savigny, c'était en montant dans le grenier, mais l'autre grenier, pas le grenier où il y avait les dossiers, je suis tombé sur 2 grands cartons remplis de grosses enveloppes où il était marqué retour à l'invoyeur ou inconnu à cette adresse. Et quand j'ai ouvert cette enveloppe, et je le fais souvent avec les visiteurs parce que je les ai retrouvés depuis, je pensais les avoir perdus, j'ai ouvert l'enveloppe et il m'est tombé de cette enveloppe tout un fatras d'objets absolument hétéroclites, très troublants. Il y avait des stylos, des bagues, des portefeuilles, des photos, des clés. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi se trouvaient dans ces enveloppes ces objets. Et finalement, j'ai compris que c'était le contenu de poche des gamins qui, à leur arrivée, on leur demandait de vider leurs poches. Et comme c'était un centre de placement provisoire, si jamais ils étaient placés par la suite ailleurs, on leur demandait une adresse où envoyer le contenu de leurs poches. Et pour une partie d'entre eux, l'adresse qu'ils donnaient n'était plus valable parce qu'ils dormaient dans des chambres meublées. Et donc, quand l'enveloppe arrivait, le propriétaire de l'hôtel disait « Ah bah non, ça fait belle lurette qu'il habite plus là, j'en veux pas ». Où il donnait une fausse adresse. Et donc, on a retrouvé comme ça 100 contenus de poche qui sont revenus. Comme la personne n'était pas bonne à l'adresse, ça revient à l'envoyeur, qui était l'institution de Savigny, qui les a gardés dans le grenier, dans l'idée improbable, d'ailleurs qui ne s'est jamais fait, que le jeune, à la fin de son parcours de placement, viendrait rechercher le contenu de poche. Et là, trouver vraiment, ouvrir ces enveloppes, avec ces objets aussi intimes. Là, vraiment, on est dans l'intime, qui peut être... Alors, le portefeuille, déjà. Ouvrir le portefeuille qui n'est pas le sien,
j'avais jamais réalisé à quel point un portefeuille c'était intime. Et c'est vrai que quand on ouvre un portefeuille, qu'on voit des photos de famille, qu'on voit des photos matons, qu'on voit des bulletins de paie, des tickets de métro, mais aussi, même si c'est pas le portefeuille, les objets, quand on voit la clé, on s'imagine que c'est la clé de chez lui. Quand on voit une bille ou un sifflet ou parfois un couteau ou des lunettes de soleil, tout ça renvoie, c'est vrai, à cet univers extrêmement intime. Et en même temps, j'ai mesuré, et là, j'en ai même faire un inventaire très précis, dans l'idée vraiment de faire un travail avec ça et de l'intégrer dans la muséographie. Mais c'est vrai que le premier rapport à ça, là, on est vraiment... Et en même temps, ces petits objets, ces petits riens qui montrent énormément de choses. Vous voyez, c'est rien, c'est un contenu de poche, mais en fait, le fait que le contenu de poche ne soit pas dans la poche du gamin, soit là, dans l'institution, ça dit énormément de choses sur l'institution et sur la façon. Et c'est la même chose que tu as retrouvé dans tes dossiers, pas sous forme d'objets, mais ces petites cartes postales qui sont là, pour le coup, pas du tout de l'ordre de la demande d'une aide à l'assistante sociale, mais vraiment, voilà, elle demande des nouvelles ou elle envoie de ces nouvelles, et puis parfois bien après la prise en charge. On est aussi dans cette frontière-là. Après, elle va envoyer des photos de l'enfant qui vient de naître, après le lieu de vacances où elle va. Et dans la série des petits objets, il y a les cartes postales, évidemment, et il y a des annonces de rencontres, de retrouvailles. Enfin, on voit une sociabilité vivre dans la correspondance de Micheline, qui va quitter le suivi judiciaire et qui va raconter un peu sa vie, un peu régulièrement, quelques petites phrases, mais qui suffisent pour nous. Oui, ce que j'avais envie de dire, c'est que ce qu'on fait, enfin, quand vous êtes avec cette archive en main, vous êtes invité à l'enquête. Enfin, une enquête commence, quoi. Parce que vous avez des prénoms, des dates de naissance, des lieux. Et donc, vous dites, mais il faut que j'aille voir qui est qui, où c'est. Et donc, c'est ça qui amène. L'enquête n'est pas finie. Dès que la correspondance n'est pas finie, c'est le début d'une enquête qui engage à aller sur des lieux, à aller dans d'autres archives, interroger d'autres personnes, retrouver des personnes. Et donc c'est ça qui est... Enfin, il y a vraiment une enquête policière dans le sens fouiller tous les indices. On a plein d'indices et on va essayer de tirer un maximum d'informations de chaque indice. Et en fin de compte, c'est ça le plaisir de la recherche. C'est que c'est du passé, mais c'est pas passé. C'est du passé, mais il y a des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Et donc, je fais une parenthèse, un lien avec les personnes de 50, 60, 70 ans qui demandent à consulter leur dossier chez vous ici, mais dans plein d'autres lieux. C'est très important parce que c'est pas que du passé. Les personnes qui viennent, enfants, petits-enfants ou les personnes elles-mêmes, elles viennent essayer de remanipuler leur mémoire. Elles essayent de reconfigurer leur mémoire pour mieux comprendre parents, frères, sœurs. Enfin bref, je ferme ma parenthèse, mais consulter son dossier, c'est pas uniquement pour alimenter sa biographie froidement. C'est simplement, c'est important parce que ça peut remanipuler ses relations au présent. Donc j'insiste, ce que fait Mathias, c'est pas de l'histoire, ce que je fais, c'est pas de l'histoire. C'est très content, c'est très lié au présent. Et c'est très lié, vous avez suivi évidemment les 500 témoignages des femmes qui ont 75 ans, 80 aujourd'hui, qui ont avorté, cinquantenaire de la loi Veil, et le documentaire sur France 5, je crois, il y a 2-3 jours, où il y a 8 ou 9 d'entre elles qui témoignent. Mais quand j'ai vu, elles ne font pas que de témoigner. Elles réexaminent, elles réfléchissent à nouveau, elles hésitent. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Sur quoi je m'avance et tout. Et donc, les gens qui pourraient consulter leur dossier ayant vécu par un suivi judiciaire, je crois que ce sera important de l'aider, de le solliciter, de l'ouvrir et de dire clairement, venez donc consulter votre dossier. Encore une fois, le dossier, c'est pas une matière morte. Le dossier, c'est pas une matière, la mémoire, c'est ça qui fait agir aujourd'hui.
pour chacun d'entre nous. Oui, alors tu as beaucoup travaillé avec Arlette Farge et elle a très bien démontré que les archives judiciaires en particulier permettaient de donner la voix à ceux qui d'habitude ne parlent pas et surtout laissent peu de traces ailleurs que dans les archives judiciaires. Alors les historiens des femmes ont beaucoup travaillé dans les archives judiciaires parce que là on interroge des femmes sont obligées, sont appelées à témoigner ou à se défendre, et donc elles vont parler alors que normalement elles ne parlent pas, elles n'écrivent pas. Les historiens des ouvriers, pareil, beaucoup des classes populaires vont aller chercher dans les archives judiciaires la voix de ces gens qu'on dit sans voix, sans écrit. Et de la même façon, en fait, le cœur de mon ouvrage, ça a été de m'intéresser à la voix de ceux qui émigrent, la voix de ceux qu'on appelle immigrés, émigrés, migrants, selon la perspective dans laquelle on se met. Et l'énorme surprise qui a été la mienne dans ce corpus de ce centre de Savigny, qui n'était pas un centre pour jeunes, qu'on dirait aujourd'hui mineurs non accompagnés ou mineurs isolés étrangers. C'était un centre qui accueillait le tout venant qui avait été arrêté à Paris ou dans les alentours. Dans ce corpus, j'ai découvert un certain nombre de dossiers de jeunes Algériens. Donc l'Algérie était française, mais très vite, et c'est ce qui est apparu dans le livre, il y a cette double identité. Ils sont à la fois théoriquement français, surtout à partir de 1945, où on leur donne normalement de façon plénière la citoyenneté française, et en même temps ils sont nés en Algérie, ils ont grandi en Algérie et ils viennent sur le tard en métropole, et ils ont bien l'impression dans ce trajet, dans cette traversée de la Méditerranée, qu'ils sont en train de passer une frontière non dite, mais qui est très présente, ne serait-ce que par la façon dont ils sont reçus dans Métropole, et ne serait-ce que par ce que représente ce voyage. Et quand tu disais effectivement qu'il y a des entrechocs entre l'actualité très présente et le passé, c'est que au départ j'avais dit un peu sous forme de boutade ou de clin d'œil que c'était un peu des mineurs non accompagnés avant la lettre. Puisque effectivement un certain nombre d'entre eux apparaissaient comme étant venus à l'âge de 14, 15, 16 ans, tout seuls, ou avec un groupe de copains, ou avec une vague connaissance, en métropole, et faisant ce voyage donc sans liens familiaux pour les recevoir à Paris, qui était le lieu pour la plupart d'entre eux où ils arrivent. Or, j'ai découvert en allant aux archives nationales d'outre-mer, qui sont à Aix-en-Provence, une circulaire tout à fait stupéfiante qui date de 1954, où on commence à se rendre compte de cette migration plus nombreuse de jeunes qui viennent seuls en métropole, et le gouvernement français s'inquiète de cette arrivée qu'il juge de plus en plus nombreuse, et donc le gouvernement français écrit au gouverneur d'Algérie en disant là, on repère qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent à Paris. Ces jeunes sont souvent isolés. Déjà, il y a le terme jeune isolé. Et puis, il finit la circulaire en disant il faut absolument prendre des mesures pour freiner cette arrivée de mineurs non accompagnés. Donc on est en 1954 et déjà on n'emploie pas le sigle MNA, mais on parle bien de mineurs non accompagnés, un phénomène qu'on présente aujourd'hui comme un phénomène uniquement récent. Alors c'est très étonnant évidemment dans cette configuration coloniale avec une Algérie française, mais on parle bien de mineurs qui arrivent d'ailleurs, qui arrivent en métropole et qui inquiètent par le fait de leur précarité déjà, et le fait que ils sont peu entourés. En tout cas, on pourrait questionner cette idée de l'entourage, mais oui. Moi, je retrouvais dans d'autres archives cette même figure des jeunes célibataires dans les bidonvilles, ou à Champigny, ou à Nanterre, et à Saint-Denis, où des jeunes célibataires venaient chercher du travail en France, à Paris, et qui en trouvaient évidemment, mais qui étaient célibataires dans le sens chacun, 2-3 célibataires vivant dans la même baraque en bois, et donc qui étaient signalés, Oui, la question intéressante, c'est qu'est-ce qui allume le signalement? Et donc le signalement, il est tout simple, il est déjà d'être seul, être un homme seul, jeune, d'emblée.
il y a un espèce de soupçon. Une jeune femme seule, d'emblée, ça crée un soupçon. Alors que les familles algériennes ou les familles portugaises sont plus facilement vues comme la vie familiale, donc sécurisant, rassurant. Les enfants vont essayer d'aller à l'école ou pas. Essayons de les emmener à l'école. Mais donc, il y a une très grande dichotomie entre le célibataire, jeune célibataire, et la famille. Et donc, on pourrait s'interroger sur, mais qu'est-ce qui fait signalement? Alors, si on réfléchit, encore une fois, en se disant, il n'y a pas le présent et l'histoire, réfléchissons à les jeunes mineurs aujourd'hui, comment ils se font repérer, et comment, dans l'histoire, dans les documents, dans les archives, comment les jeunes sont... C'est tout simplement parce qu'ils sont dans la rue à marcher, à se promener, à voler, ou encore bien avant, à cirer des chaussures. Les cireurs de chaussures, à la descente des bateaux, à la descente des trains, dans l'histoire plus ancienne, ce sont les mêmes. C'est des petits jeunes célibataires qui essayent de gagner du fric et qui existent encore, évidemment, dans pas mal d'autres pays. Donc cette figure du petit cireur de chaussures qui est dans la rue, de ces jeunes à Paris, à Barbès, qui sont dans la rue, dans les bidonvilles, ils ne peuvent pas être dans les baraques où il y a les familles, donc ils sont dans la rue, et donc c'est la rue qui signale l'étrangeté de ce jeune. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est rattaché à qui? Ah, il n'a pas de famille, vraiment. Ah, il y a son oncle, mais qui s'en occupe pas beaucoup. Et donc le signalement, c'est ça. Le signalement, il est massivement sur les garçons. Les filles, le signalement se fera que par la grossesse. Ça y est, vlan, ça lui arrive, bam, ça y est, elle est repérée, grossesse, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on la met, qui s'en occupe. Donc c'est ça qui fait une très grande partition entre les garçons et les filles. Les garçons, c'est dans la rue, et les filles, c'est le fait d'être enceinte. Et la réponse judiciaire de ces jeunes Algériens qui sont repérés dans la rue est très surprenante pour l'époque, puisque je me suis aperçu qu'à peu près 70% d'entre eux sont arrêtés pour vagabondage. Or, le vagabondage, dans les années 50, n'est plus un délit. Il a été dépénalisé depuis 1935. Ça reste une possibilité de faire une mesure d'intervention éducative. Mais là, on présente bien ce vagabondage toujours comme un délit et ils sont massivement arrêtés pour vagabondage, beaucoup plus que leurs homologues métropolitains. On s'aperçoit en revanche que les filles, elles, sont aussi souvent arrêtées pour vagabondage. C'est une façon de les interpeller alors qu'elles n'ont pas commis de délit, mais qui montre bien que leur présence dans la rue dérange. L'autre question, et là je vous propose justement un petit intermède pour que vous voyez à quel point les archives rendent vie et permettent d'entendre la voix de ces jeunes, c'est la question qui est toujours posée quand on évoque les MENA, c'est pourquoi ils partent. Pourquoi ils partent de chez eux, pourquoi ils partent de leur cocon familial, qu'est-ce qui les pousse à partir, et est-ce qu'ils évoquent ce que leur fait le voyage. Et donc je vous propose juste qu'on entende 3 témoignages qui ont été lus grâce à l'équipe formidable de l'émission La Marche du Monde de RFI, qui ont diffusé des extraits de ces dossiers, mais en les faisant lire d'ailleurs par l'équipe même de RFI. Et donc si Jean-Baptiste, tu veux bien, je propose qu'on écoute l'un derrière l'autre le témoignage numéro 2, 3 et 4, qui la voix eux-mêmes, qui racontent pourquoi ils sont partis et leur voyage. Mon père avait décidé de nous emmener en France où, paraît-il, c'est merveilleux. Nous fûmes donc enchantés d'aller habiter dans un des plus beaux pays du monde et dans la capitale encore. Il faisait très beau, le ciel d'un bleu clair, sans nuages, regardait avec indulgence Alger s'amuser. Alger, la grande ville du soleil. Le lendemain, à midi, nous embarquâmes sur le paquebot Ville d'Alger, car c'était la première fois que je voyageais dans un grand bateau, et c'était aussi la première fois de ma vie que je voyais un grand bateau. Je regardais s'éloigner Alger et ses sites merveilleux. Puis je regardais au loin l'immense étendue d'eau. Les requins plongeaient et sortaient de l'eau avec de grands éclaboussements. Puis nous débarquâmes à Marseille le lendemain, qui avait un peu le genre d'Alger, mais que je ne ratais pas de visiter d'ailleurs avec grande satisfaction. Nous prîmes le soir même le train qui nous amènerait à Paris. J'en fus vraiment impressionné par ce grand voyage, m'instruisant de tout et de rien.
Je vais remplacer mon père. Lui, il va aller en Algérie avec sa retraite, et moi je reste ici. S'il a un peu d'argent sur lui, ça va. Sinon, il va aller avec son voyage, mais sûrement il a de l'argent à la caisse d'épargne, parce que j'ai vu son livret. Quand je serai remplaçant de la place de mon père, quand je touche ma quinzaine, je vais laisser ce que je vais manger, et le reste, je l'envoie à mes parents, parce qu'ils ont passé des misères sur moi. Mais je vais leur rendre le service à mon tour. Quand je vois que mes parents n'ont pas besoin d'argent, quand je touche ma quinzaine, je la mets à la caisse d'épargne. Quand je vois que j'en ai assez, je vais acheter un camion et après je vais faire du commerce là-bas en Algérie avec mon frère et on sera bien tranquille là-bas. Je me souviens, quand je suis venu en France, c'était en janvier 1951. Je me suis embarqué dans le bateau, ville d'Alger. La mer était mauvaise à faire vomir un rat. On était 5 garçons. Moi, j'avais 13 ans et le plus grand avait 17 ans. Nous avons loué 2 chaises longues pour la nuit. Et tout à coup, j'ai senti mon cœur se serrer. J'avais une folle envie de pleurer en quittant mon pays et mes parents, mes frères que j'aime. Mais j'avais honte devant mes amis qui riaient aux éclats de joie de connaître Paris. Ils se seraient moqués de moi sans se gêner. Et alors je me suis contenté de lever le bras pour dire adieu à l'Algérie et au revoir à mes parents. Il était 2 heures de l'après-midi quand ils ont levé l'ancre, et je me force à sourire. Je regarde l'Algérie s'éloigner de nous petit à petit, et une fois que nous avons passé les digues, et sentais mon cœur se refroidir. On a voyagé depuis 5 heures, et il faisait noir comme dans un four, et on est descendu dans la cave. Il y avait beaucoup de monde, on a retrouvé nos chaises et on s'est allongé. 8 heures du soir, mes amis dorment, mais moi je réfléchissais tranquillement. Pourquoi avais-je quitté mes parents? Mais pourquoi donc? Je ne trouvais pas la solution. C'est le destin. Donc vous voyez, c'est assez extraordinaire hein, comme on peut, en lisant à voix haute ces archives, tout d'un coup redonner vie. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé dans ces récits d'adolescents, hein, c'est qu'on voit bien qu'il s'agit d'adolescents avant tout. C'est-à-dire que certes, on peut voir certains impératifs économiques hein, qui sont présents dans l'arrière-fond de ce voyage migratoire. Hein, l'idée, alors prendre le relais migratoire du père qui est déjà présent en métropole, l'idée de gagner de l'argent pour l'envoyer à la famille, mais il n'y a pas que ça. Hein, ils ont 15, 16 ans pour la plupart d'entre eux, parfois même un peu plus jeunes. Il y en a qui partent dès l'âge de 13 ans hein, et ils partent parfois juste pour l'aventure, pour aller voir ce qu'il y a ailleurs, pour aller découvrir. Hein, il y a une espèce de légèreté, parfois d'impertinence dans ces voyages adolescents hein, qu'on retrouve moins, à mon avis, chez les adultes qui sont déjà avec beaucoup plus de contraintes à la fois familiales, économiques à remplir. Là, il y a l'aspect vraiment découverte qui est très présent hein, et qui nous renvoie justement au fait que c'est avant tout des adolescents. Ce qui me frappe aussi, c'est quand même la question de la dette. Je pars, je vais prendre le poste de mon père chez Renault, ou Citroën, je sais pas qui. Mais j'enverrai une part de mon salaire à la famille. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'archives des années 50, aussi en France, évidemment, dans la classe populaire. C'est la question de la caisse commune. C'est que dans la famille, il y a une caisse commune, il y a le père qui met son salaire, il y a le fils qui met son salaire, la fille éventuellement, et on redistribue, eu égard aux dépenses, et on donne l'argent de poche aux garçons, l'argent de poche aux filles. Donc il y a cette dette, dès que je travaille, je dois mettre la main à la poche pour la caisse commune. Et donc c'est intéressant cette idée de retransmission, de responsabilité. Et l'autre point qui est intéressant, c'est, tu disais, oui, l'insouciance et essayer de se remémorer que les années 50, après-guerre, jusqu'en 60, les filles et garçons circulent beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ils circulent dans tous les sens du terme. On fait la route, on prend un train, on va de parenté en parenté, donc on circule beaucoup plus tranquillement et on est beaucoup plus dans l'espace public qu'aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous avez évidemment des adolescents dans la rue, mais c'est sorti du collège, du lycée, entrée du collège. Bon, voilà, c'est très rythmé, repérable, pour faire du sport, des choses comme ça. Alors qu'à l'époque, c'était la rue, on circule, on change de ville, on a un cousin quelque part, on y va. Donc la circulation était beaucoup plus dense, je crois. Et puis il ne faut pas oublier que la scolarité obligatoire n'était que jusqu'à 14 ans en 1950 et que dans la plupart des témoignages, que ce soit d'ailleurs dans les dossiers de métropolitains ou ces dossiers de jeunes Algériens, à 13 ans, enfin le jour d'anniversaire des 14 ans, on quitte l'école et on rentre dans le monde du travail. Et rentrer dans le monde du travail, c'est non seulement un changement culturel, mais c'est aussi, on bascule complètement de sociabilité. On ne se retrouve plus juste entre pairs du même âge, qui est le cas de l'école, mais on se retrouve face à une hiérarchie d'âge et d'expérience dans le monde du travail, puisque même si ils prennent tous le statut d'apprenti, la plupart de l'apprentissage de l'époque se fait sur le tas. C'est pas qu'on va dans une école d'apprentissage entre jeunes apprentis. On a le statut d'apprenti, on a un salaire bien moindre d'ailleurs qu'un ouvrier adulte plus qualifié, mais on se retrouve vraiment dans le milieu du travail. Et d'ailleurs, dans la plupart de ces jeunes Algériens, déjà, pour ceux qui arrivent qu'à 15-16 ans, ils ont déjà commencé à travailler dès l'âge de 13 ans, des fois même un peu avant en Algérie. Et quand je dis travailler, c'est travailler en usine, alors parfois travailler dans le commerce chez ses parents, travailler à la ferme quand il s'agit, mais parfois comme ouvrier agricole dans les fermes quand il s'agit de milieux ruraux, et des travaux très durs. D'ailleurs, dans les récits de travail, il y a beaucoup de récits d'accidents du travail qui montrent la pénibilité du travail de ces jeunes, mais à la fois, et c'est le paradoxe, c'est une autonomie énorme pour un jeune qui n'a pas une charge familiale, qui n'a pas d'enfant. Alors même si il doit contribuer effectivement à l'économie familiale, mais pour un jeune qui n'a pas de charge d'enfant, qui n'a pas de femme, enfin quelques-uns, mais très, très rares, sont déjà mariés dès l'âge de 15 ans, mais la plupart sont célibataires, sont libres comme l'air, avoir un tout petit peu d'argent leur donne une autonomie incroyable. C'est-à-dire que déjà, ils gagnent leur vie, ils gagnent peu, mais c'est beaucoup quand on a 15 ans et qu'on a juste à gagner de quoi manger. Donc, très vite, ils se retrouvent dans une grande autonomie. Ils ont du coup des loisirs, ils ont de l'argent, beaucoup plus qu'un jeune de 15 ans aujourd'hui, puisque c'est de l'argent qu'ils ont gagné. Donc ça leur donne une autonomie extrêmement forte. Du côté des filles... Là, c'est du côté des garçons. Du côté des filles, c'est le placement pour faire le ménage dans les classes supérieures du bourg, de la ville. Donc ça, c'est frappant. Avec Micheline, j'ai trouvé plein d'autres archives de filles des années 50. Et donc, l'orientation, c'est trouver dans la bourgeoisie des emplois ménagers, des emplois domestiques. Et donc ça c'est vraiment massif. Et donc la sortie encore une fois, de l'emploi domestique, je me répète, c'est « Ah, je suis tombée enceinte ». Pour quitter le monde, « Ah, je suis tombée enceinte ». Et donc je me marie, ou j'essaie de me marier, ou j'essaie de trouver un mari. Et donc là, ça devient bien plus compliqué. Ça marche pas, ça marche pas. On se retrouve en foyer maternel. Donc c'est ça le truc. La différenciation entre les garçons et les filles est énorme. Les garçons sont dans l'autonomie un peu financière, parce que vous regardez les archives de l'INA 1950, les garçons qui ont 16 ans, 17 ans, ils sont en costume cravate. Ils sont en costume cravate au bar, ils jouent au baby-foot, au flipper, et des hommes, on leur donne 23 ans, 25 ans. Et ils ont 16 ans. Donc le garçon gagne avec son costume cravate, et la fille va être reclue dans le domestique et dans enceinte ou pas enceinte. Et donc vous comprenez bien que la thématique de l'avortement de l'époque et encore d'aujourd'hui reste une affaire brûlante, parce que c'est une véritable orientation que d'être enceinte ou pas enceinte, avortement ou pas. Alors dans la question de l'immigration, elles sont encore plus invisibles que les garçons. Elles sont tellement invisibles que j'ai pensé qu'elles n'existaient pas. Et d'ailleurs, on le voit dans la thématique des MNA d'aujourd'hui. Souvent, la question des MNA filles est presque invisibilisée ou présentée comme un phénomène totalement marginal, voire presque inexistant.
Et c'était d'autant plus surprenant que j'y pense pas, c'est que au moment, enfin peu d'années après avoir découvert toutes les archives du centre d'observation de Savigny-sur-Orge, qui était un centre d'observation uniquement pour garçons, les fameux 25 000 dossiers retrouvés dans le grenier, avec Véronique Blanchard, qui me précédait dans le poste là au centre d'exposition historique, on a découvert le pendant de Savigny pour les filles. Il existait un centre d'observation pour les filles, mais alors comme c'était les filles et qu'on a un contrôle beaucoup plus sévère sur les filles, c'était un centre d'observation non pas public, mais privé, mais agréé par le ministère de la Justice et privé, sacrément privé, puisqu'il s'agissait même d'une congrégation religieuse cloîtrée qui avait été chargée de créer ce centre d'observation dans son couvent, par le ministère de la Justice, agréé par le ministère de la Justice pour créer un centre d'observation dans le couvent. Donc des filles très enfermées quand elles étaient placées en observation. Mais là aussi, on avait trouvé dans les caves de l'institution 15 000 dossiers de filles sur la même période que les dossiers de garçons. Et au départ, quand j'ai mené ce travail sur les jeunes Algériennes, je n'ai pas pensé à aller chercher les jeunes filles. Je ne pensais pas que je trouverais des jeunes Algériennes qui pourraient, parce que je cherchais des jeunes Algériennes qui avaient connu cette expérience migratoire, qui soient exactement le pendant. Et j'y ai pensé que sur le tard en décalage, et je suis allé voir finalement, on les avait déposées, pareil, elles étaient là à ma disposition, et à ma surprise, j'ai trouvé 120 dossiers qui correspondaient à des noms à consonance arabe, et dedans seulement 20 qui correspondaient vraiment à des jeunes filles effectivement nées en Algérie et qui avaient connu l'expérience migratoire. Alors, ce qui différenciait, mais à la fois m'a complètement bousculé dans tous les a priori que j'avais sur la vie d'une jeune fille dans les années 50, sous la double contrainte d'une société traditionnelle algérienne et d'une société très traditionnelle et conservatrice française des années 50, c'est que d'abord, effectivement, beaucoup de ces jeunes filles avaient migré avec leur famille et très jeunes, beaucoup plus jeunes que les garçons. Il y avait des cas de garçons, vous l'avez vu dans les témoignages, qui avaient pu migrer avec leur famille, mais beaucoup d'entre eux avaient pu migrer seuls. Mais certaines d'entre elles, quand même, avaient migré plus âgées, et certaines d'entre elles, dont une en particulier que je décache dans le livre, montrent qu'en fait, il y a des parcours tout à fait étonnants de ces jeunes filles. Et en particulier, j'ai été totalement fasciné par le parcours d'une fille que j'ai appelée Zora, parce que évidemment, on est sur des archives très sensibles, on pourra y revenir. Ça nous oblige à un travail d'anonymisation des dossiers. Ce n'est pas les vrais prénoms, il n'y a jamais le nom, il n'y a jamais la date précise de naissance. Il n'y a aucun des éléments qui permettraient de les identifier. C'est l'engagement qu'on prend quand on consulte ce type de sources. Mais cette jeune fille, donc, elle a été mariée. Alors là, c'est aussi, souvent on les marie très jeunes. Elle a été mariée à 13 ans, mais elle avait été à l'école jusqu'à 13 ans. Elle a été mariée à quelqu'un de beaucoup plus âgé, un Algérien qui était dans l'armée, l'armée française. Et il se trouve que son mari est cantonné en France. Et là, tout d'un coup, elle a envie de le suivre. Mais elle est enceinte. Donc le mari, elle a 15 ans. Le mari lui dit « Ah non, lui, le mari, il en a 35. » Il dit « Non, tu es enceinte, tu ne voyages pas avec moi. » Donc il part tout seul. Et elle découvre en fait que rien ne l'empêche de voyager. À l'époque, la surveillance de la simili-frontière est complètement relâchée. Elle demande une carte d'identité qu'on lui donne. Et du coup, elle part. Et personne ne l'empêche d'embarquer sur le bateau, rejoindre son mari, qui est cantonné à Tours. Elle est enceinte jusqu'au cou, elle arrive à Tours. Et quand elle arrive, son mari, en fait, avait fait des petits trafics et elle était en prison. Donc elle se retrouve seule avec sa gamine. Elle fait toutes les démarches pour faire sortir son mari de prison. Elle accouche. Et puis là, le mari commence à lui dire qu'il veut rentrer en Algérie. Rentrer avec elle. Elle veut pas rentrer. Il essaye de dealer avec elle en lui disant « Mais si, on va rentrer, je te promets, quand on rentre, je te répudierai, tu auras ta liberté. » Elle refuse et elle laisse sa fille à son mari. Elle part toute seule, là, elle a 17 ans, à Paris. Et à Paris, elle va devenir chanteuse de cabaret, elle se trouve un amant, elle mène sa vie complètement autonome jusqu'à se faire arrêter pour vagabondage parce qu'elle rentre de son travail un soir. Elle est interpellée, ils s'aperçoivent qu'elle est mineure, elle est arrêtée, elle passe devant le juge des enfants qui l'envoie en observation à Chevilly-Larue. Là, ils repèrent qu'elle est mariée, que le mari a déposé en fait une plainte d'abandon conjugal. Donc le juge des enfants essaye de la persuader
de rejoindre son mari. Elle refuse. Et à un moment, le juge dit, puisque c'est comme ça, je vais te placer dans un bon pasteur, qui était une congrégation religieuse pour le long terme, mais à Alger. Comme ça, tu seras bien obligé de rentrer. Et elle arrive au dernier moment à simuler, à faire semblant d'avoir une crise d'appendicite. Elle est hospitalisée, elle s'enfuit de l'hôpital. Et il y a cette merveilleuse phrase, et c'est la dernière qu'on trouve sur son dossier, qu'elle a été radiée des radars, c'est-à-dire qu'elle a disparu. Ils ne l'ont pas retrouvée, elle a réussi à s'échapper. Et donc, ils n'ont pas retrouvé de traces, ils ne l'ont pas reprise. Et la surprise, c'était de voir donc des jeunes filles mineures, mais avides de liberté et pouvant développer des stratégies d'émancipation tout à fait surprenantes. C'est le régime, le registre de la fugue, donc qu'on retrouve, expression qu'on retrouve dans tout, qui est inhérente à l'institution. L'institution produit le mot fugue. Et tout à l'heure, on parlait d'espace public et garçons et filles et tout. À Montréal, dans les années 50, dans les archives de la police, il y a des tampons, ils arrêtent des gens, et à la fin du dossier, il y a un tampon, et un des tampons de la police, c'est flânerie. Je trouve ça très beau, très. Il est interdit de flâner. Vous comprenez, le mot flâner, c'est que vous marchez dans la rue un peu trop lentement. Vous marchez dans la rue, mais vous semblez ne pas savoir où vous allez. Donc, la flânerie est une infraction. Vous n'avez pas le droit de flâner dans un parc public. C'est pourquoi donc les filles et les garçons sont arrêtés. Donc, vous voyez, la catégorie. On devrait interroger plus avant les catégories d'arrestation dans l'espace public, quoi. Et le mot immigré, immigration, dans les cotes des archives dans les années 50 n'existe pas. L'expression migrant ou immigré n'existe pas. Et ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est dans les archives de Paris, on trouve de Montréal, pardon, c'est complètement différencié. C'est français, mais c'est complètement différencié. Là, dans les centres d'observation que j'ai connus il y a très longtemps, et les jeunes qui étaient là, c'était en gros, on arrête des jeunes dans l'espace public parce qu'ils traînent dans la rue depuis si longtemps. Et en gros, très vite, on vérifie parents, pas parents, ou quoi, les parents. Est-ce que le père va lui foutre une baffe devant le flic ou pas? Si le père est pas là, bon, c'est pas terrible. Et si la mère dit, oh, ben, je m'en fous, il fait ce qu'il veut, c'est pas terrible. Et donc, on l'emmène au centre d'observation. Enfin, juge, mais le fait d'être seul, garçon, fille, à 14 ans dans la rue, est un vrai repère, est un indice de placement, quoi. Alors les travaux justement de Véronique Blanchard sur les filles, et elle a travaillé sur les dossiers du tribunal de la Seine, et pas du tout particulièrement sur les jeunes algériennes, d'ailleurs c'était pas du tout son sujet, montre que effectivement la plupart des jeunes filles sont arrêtées pour vagabondage, et que les raisons de vagabondage en fait dépassent totalement la définition réelle du vagabondage, parce que normalement être vagabonde c'est ne pas avoir de domicile et ne pas avoir de revenus. Or, on s'aperçoit que de très nombreuses filles mineures, encore une fois, comme la scolarité s'arrêtait à 14 ans, elles travaillent, elles ont bien un logement, parfois elles sont même avec leur famille, et pourtant elles sont arrêtées du fait d'être trop libres, d'avoir un comportement trop libre pour l'époque, et donc qu'elles soient algériennes ou métropolitaines, elles sont arrêtées massivement pour vagabondage, beaucoup plus que les garçons. Sauf si ces garçons sont algériens, où là le vagabondage intervient. Là pour les garçons, là pour le coup, on voit que le motif d'arrestation pour le vagabondage est plus sur les Algériens que sur les métropolitains. Mais les jeunes filles, c'est indifférencié. C'est la présence seule d'une jeune fille dans l'espace public est dérangeante. L'envers de la notion, c'est le délaissement, la notion de délaissement par les parents. Cette notion, ce mot délaissement est un parcours 70 ans des archives qui justifie le placement. Les parents délaissent l'enfant. On a été voir les parents, ils sont même pas au domicile. On revient, ils sont toujours pas à leur domicile. Il nous fait croire qu'elle habite là, mais on n'en sait rien. On demande au voisinage, la famille, m'en parlez pas. Donc les rumeurs font que, oui, les enfants sont bien délaissés, et ça suffit pour être conduit chez le juge pour enfants. Donc l'envers, c'est ça, ouais. C'est flâner
et être délaissés. En revanche, ce qui m'a beaucoup frappé à l'égard de ces jeunes Algériens et jeunes Algériennes, c'est le regard racisant qui domine chez les professionnels. Si ce n'est pas en amont pour le motif de l'arrestation, en revanche, une fois qu'ils sont pris en charge, une fois que ces jeunes Algériens et Algériennes se retrouvent au milieu des autres dans un centre où travaillent des éducateurs, où interviennent, sont sollicités des assistantes sociales pour mener l'enquête, qui vont rencontrer du coup le jeune ou la jeune et les parents du jeune ou de la jeune, des psychologues, des psychiatres. Ce qui m'a totalement sidéré, c'est de voir la vision, alors qu'on est en métropole, là, on n'est pas en situation coloniale, on est face d'ailleurs à des métropolitains qui souvent ont une méconnaissance totale de l'Algérie. Ils sont assez étonnés de trouver ces jeunes Algériens ou ces jeunes Algériennes dans le centre où ils sont appelés à travailler, et le regard qu'ils portent sur eux est totalement pétri de stéréotypes raciaux. Mais à un point ça domine totalement leur analyse, et qu'ils finissent même par construire toute leur analyse autour là, des stéréotypes raciaux. Alors les psychologues et les psychiatres vont aller très loin, puisqu'ils vont même créer un syndrome du Nord-Africain et un syndrome du Nord-Africain qui a migré. Donc ils vont vraiment construire tout un tableau clinique pour expliquer que ces jeunes sont pathologiquement vraiment atteints du fait du changement culturel qu'ils ont connu, du fait du voyage et du transfert d'univers dans lequel ils se retrouvent, du fait du changement de langue. Le bilinguisme est systématiquement considéré comme une tare, comme quelque chose qui les handicape, comme un handicap pour eux, et du coup vont vraiment construire de façon très précise la figure de l'inadapté à la métropole. Et l'inadapté, c'est un mot très fort à l'époque, puisqu'on a vraiment des tableaux nosographiques des psychiatres, le plus connu étant celui de Daniel Lagache, qui construit vraiment toute la typologie des enfants inadaptés. Et là, les psychiatres qui travaillent dans le centre, qui se confrontent à ces jeunes Algériens, vont construire la figure clinique du jeune inadapté à la métropole. Et de la même façon, je me suis aperçu, alors là, moins théorisé, moins construit de façon clinique, les assistantes sociales, quand elles rencontrent les parents du jeune, elles sont totalement sidérées. C'est-à-dire qu'elles, tout d'un coup, face à cette altérité, elles sont totalement désarmées. Et là, on sent que tout ce qui revient pour les qualifier, c'est des stéréotypes coloniaux. Alors que, encore une fois, elles sont en métropole, elles ne sont pas confrontées à la situation algérienne, mais c'est toute la société française de l'époque qui est totalement gangrénée par cette vision racisante, et les éducateurs de la même façon. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une façon de qualifier ces jeunes Algériens qui est particulièrement chargée par rapport aux autres du fait de leur origine algérienne. C'est la qualification souvent policière au moment de l'arrestation, on les appelait Français musulmans d'Algérie. Musulmans, même s'ils n'étaient pas forcément musulmans d'ailleurs, mais suffit qu'ils soient pas européens pour qu'on les qualifie de musulmans. Et à Savigny-sur-Orge, c'est une proportion relativement faible, parce que c'est à peu près 5% des jeunes reçus. Vous voyez, sur les 25 000 dossiers, enfin, là, j'exagère parce que je ne suis pas allé jusqu'aux années 70, je me suis arrêté en 60, donc on doit être sur 15 000 dossiers. J'ai trouvé 650 dossiers de jeunes Algériens. Et en revanche, ce qui m'a beaucoup frappé, ça montre par contre le climat lié à la guerre d'Algérie montante et le climat de contrôle et de répression plus fort. À partir de 59, on va ouvrir de façon exceptionnelle et pour quelques années un centre d'observation complémentaire au sein de la prison de Fresnes, qui est le centre d'observation spécial de l'éducation surveillée au sein de la prison de Fresnes. Et là, ma grande surprise, c'est de découvrir que dans la prison de Fresnes, c'est plus 5% d'Algériens, mais ça devient 60% des Algériens qui sont envoyés à Fresnes. Et j'avais pensé au départ que, comme on est en 59, on est à un moment où là, la guerre a monté, qu'on a envoyé à Fresnes des jeunes qui se sont effectivement, du fait du climat, des tensions sociales et politiques, se sont, on dirait aujourd'hui, radicalisés. C'est un mot.
Et effectivement, sur certains dossiers était marqué l'appellation que j'ai mis longtemps à décrypter. On nous disait qu'ils avaient été arrêtés pour ASEE, qui veut dire atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Donc je me suis dit, ah ben voilà, ça c'est la preuve que ces jeunes, effectivement, se sont engagés politiquement et vont là être arrêtés non plus pour des motifs de petite délinquance ou de vagabondage, mais pour des motifs politiques. Et à ma grande surprise, c'est des mineurs, toujours, que des mineurs. Et à ma grande surprise, en épluchant ces dossiers de Fresnes, qui souvent ils étaient passés par Savigny puis envoyés à Fresnes, j'ai découvert exactement les mêmes dossiers que les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument aucune trace d'un engagement politique accru, un engagement du FLN de l'époque, ou une attitude, une violence plus grande qui aurait entraîné leur envoi à Fresnes. C'est beaucoup plus le climat, la politique, qui du coup a déteint sur la France et qui fait qu'on va durcir le placement de ces jeunes, mais qui sont en fait arrêtés au départ pour exactement les mêmes raisons que quelques années auparavant, avant la création de ce centre d'observation de Fresnes. C'est pour les mineurs, l'extension existe pour leurs parents, pour les majeurs, de tous les camps qui vont être construits de 55 à 60, 61-62, de tous les suspects, souvent des hommes, de mener justement une lutte armée contre l'État français. Donc en fin de compte, on met les mineurs à Fresnes et les parents, on les met dans les camps. Il y a une cinquantaine de camps en France, au Larzac entre autres, près de Mende. Enfin bref, on a toute une cartographie des camps de rétention des musulmans qui sont en guerre, qui sont soupçonnés de mener des luttes, poser des bombes, etc., etc. Il y a plein de chevauchements, enfin il y a plein de parallélismes entre ces archives-là, les archives des bidonvilles, les archives des camps d'enfermement, enfin bref, il y a toute une série d'archives dispersées dans différents fonds qui font que c'est un peu... Il faudrait arriver à retisser l'ensemble du paysage, quoi. En revanche, puisque tu parlais des bidonvilles, une des autres surprises énormes de ce travail, donc j'ai couvert les années du début des années 50 jusqu'en 1963. Pourquoi 63? C'est les derniers que j'ai trouvés qui étaient nés en Algérie et qui étaient allés en métropole. À partir de 63, évidemment, le contrôle là pour une vraie frontière qui se met va se durcir, et tous les noms à consonance arabe que j'ai continué à trouver après 63 étaient des jeunes Algériens nés en métropole, donc ils n'avaient pas connu l'expérience migratoire. Donc je me suis arrêté en 63. C'est les derniers que je trouve à peu près. Après, bon, on les compte vraiment, il y en a peut-être un par an, mais le flux de ceux qui étaient nés en Algérie, qui avaient migré, se sont arrêtés. Et donc, pourquoi j'en venais là, Ah oui, pour les bidonvilles, oui, l'autre surprise énorme, c'est que je m'attendais à retrouver ces jeunes plutôt dans les bidonvilles naissants, même s'ils commencent à se construire, beaucoup de jeunes à Nanterre, à Gennevilliers. Or, plus de 80% des jeunes que j'ai retrouvés vivent au cœur de Paris. Alors évidemment, il y a les quartiers qui sont toujours aujourd'hui des quartiers identifiés comme très fortement des quartiers d'immigration, d'ancienne immigration et du coup de culture arabe, comme évidemment tout le quartier de la Goutte d'Or. Mais ma surprise, c'est de découvrir un Paris arabe, pour reprendre l'expression d'historiens qui ont travaillé sur cette période, beaucoup plus étendu que le simple 18e. Il y en avait dans le 13e, il y en avait dans le 5e, et ils vivaient tous, pour la plupart d'entre eux, en hôtel meublé. Et encore une fois, en hôtel meublé. Ce qu'on appelle l'hôtel meublé, donc des chambres déjà meublées, mais... Et beaucoup d'entre eux vivent seuls, c'est-à-dire en hôtel meublé ou avec des copains, mineurs. Ils sont tous mineurs. Donc on pouvait être mineur et être en hôtel meublé. Ça montre aussi, d'ailleurs on en trouve aussi chez les métropolitains, à partir effectivement de 14-15 ans, comme on travaille, comme on gagne de l'argent, on peut aussi quitter le foyer familial et se loger pour très peu d'argent dans ces hôtels assez misérable, c'est juste une chambre vaguement meublée, mais on a cette autonomie de logement aussi. Et donc, en fait, très très peu d'entre eux étaient en banlieue parisienne. Et encore moins dans les bidonvilles qui commençaient à se créer à Gennevilliers et à Nanterre. Et ça, c'était vraiment une énorme surprise aussi. Dès qu'il s'agit de milieux populaires, et en plus de milieux populaires étrangers, on va plutôt décider
beaucoup plus facilement une coupure avec la famille, qu'on va rendre souvent responsable de l'attitude du gamin, et on va les placer. Donc ça, c'est le poids très fort. Mais aisément, il y a quand même énormément de précarité. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux se retrouvent à la rue parce qu'ils arrivent d'Algérie. Ils ont souvent quand même un réseau familial ou d'amis lointains qui les logent les premiers 10 jours où ils arrivent. Effectivement, ça marche, il y a la solidarité, on arrive, on débarque, mais c'est des logements où déjà souvent on est dans une chambre meublée à 4. Ok, on accepte le 5e, mais au bout de 10 jours, on lui dit t'es bien gentil, mais maintenant tu te débrouilles, quoi. Et donc ils se retrouvent à la rue, et il y a même plusieurs cas, ça m'a surpris, de jeunes qui se retrouvent là vraiment complètement démunis, qui se retrouvent vraiment à la rue pour le coup, sans rien à manger, et qui vont même d'eux-mêmes se rendre au commissariat pour demander ou bien une aide, ou bien de rentrer. Et puis ça, c'est le dernier point, et la surprise la plus étonnante de tout le travail, c'est que vous disiez, oui, on les arrête, on les place pour leur offrir un avenir meilleur. Quel avenir on propose à ces jeunes Algériens qu'on a arrêtés en métropole? Et là, ce qui était stupéfiant, c'est que pour plus de 80% d'entre eux, la mesure qui est officiellement mise sur le dossier par le juge des enfants, c'est une mesure de rapatriement. C'est très surprenant. Dans la configuration d'une Algérie soi-disant française, on rapatrie des gens dans le même pays, mais qui n'est pas le même pays, et on le comprend bien. Et donc la mesure de rapatriement est massivement préconisée et opérée. Une fois qu'ils sont arrêtés, on les renvoie via Marseille, où il y a un centre d'observation à Marseille, puis on les met dans le bateau. On essaye d'enquêter auprès de la famille pour voir si la famille supporte le coût du rapatriement. Et si la famille, ce qui passe souvent, répond que non, ou qu'on ne retrouve pas la famille, l'État prend en charge ce rapatriement. Et c'est ce qui est massivement fait à cette époque, pourtant, même dans cette configuration d'une Algérie française. On est en 47, 48, 50, il y a très très peu d'assistantes sociales. C'est le tout début du juge pour enfants qui balbutie et se demande comment exercer son métier avec des assistantes sociales du tribunal, pas du tribunal, et comment on fait. Donc c'est une période où les gens inventent beaucoup plus qu'on croit, magistrats et assistantes sociales. Ils ont très peu d'assistantes sociales et qui sont implantées dans un endroit et elles vont pas bouger pendant 40 ans. C'est pas du tout aujourd'hui. Et donc elles prennent en charge 15, 20, 30 personnes, mais à un moment, elles saturent avec leurs 30, 40 personnes, et donc elles tissent des liens forts, plus ou moins forts, et donc elles connaissent bien les familles, elles vont souvent rendre visite aux familles, elles font des rapports de visite et d'enquête très détaillés avec les métiers des uns, des autres, des cousins, les tantes, l'environnement, qui travaille pas, ses impressions. Donc on n'a pas parlé de ça jusqu'à présent, de l'épaisseur des écritures de l'époque eu égard aujourd'hui. Jusqu'en 1970, tu me corrigeras, on écrit énormément. Dans tous les services sociaux, assistantes sociales et éducateurs, il y a une injonction d'écriture, mais c'est pas une demi-page, c'est pas la main courante de 8 phrases, c'est plusieurs pages de description. Dans les centres d'observation, le premier élément, c'est décrire physiquement le garçon, physiquement, les pieds, la tête, ses cheveux, les yeux, son dos, des cicatrices et tout. Et ensuite, très très vite, ses humeurs, comment il répond, comment il parle. Et donc, il y a une injonction. Il y a des rapports écrits toutes les semaines de tous les professionnels du centre d'observation. C'est une énorme machine d'écriture. Les centres d'observation sont des énormes machines d'écriture et de production de traces, d'indices pour montrer. La finalité, c'est quand même de montrer que ce garçon, il est vraiment inapte. Parce que l'objectif, c'est pas de dire « Oh, qu'est-ce qu'il est ? Oh, il est super génial, il est vachement intelligent, vif, on fait plein de choses avec lui. Ah, il va être bien dans une nouvelle scolarité ou en apprenti ailleurs. » Non. L'objectif, c'est de trouver des indices de ce qui ne va pas. Comme il est abandonné par sa famille, délaissé,
par sa famille et tout, il va bien falloir lui donner un autre lieu de vie. Et donc, pour trouver un autre lieu, un centre, il faut trouver des stigmates. L'objectif du centre d'observation, c'est de trouver des stigmates. La normalité. Plein d'indices d'anormalité. Et donc, les dossiers sont très, très épais. On en discutait tout à l'heure, c'était 200, 300, 400 pages en 2 mois. Vous vous rendez compte, vous avez 400 pages en 2 mois. Il faut tous les jours écrire abondamment, jour par jour. Et donc, le dossier est épais. Et ensuite, il y a ce dont on n'a pas encore parlé, l'ensemble, la batterie des tests. Si tu veux, tu pourrais développer aussi. Les tests permettent... Les tests, la batterie des tests sont des injonctions d'écriture pour décrire les dessins du jeune, interpréter ses dessins, interpréter son habilité, interpréter ses réponses, ses visions. Le test de Rorschach, il y a les ombres noires. Et donc, le récit fourni avec le test de Rorschach, évidemment, il voit des fantômes. Ah ben oui, évidemment, il voit des fantômes. Il dort mal la nuit. C'est génial. Enfin, il dort mal la nuit. C'est super. Donc, il est vraiment troublé. Et donc, c'est un vrai caractériel. Donc, la catégorie caractérielle, paf, elle tombe après 1 mois et demi d'observation. C'est pas difficile, nous, dans cette salle, de trouver, en nous observant, des traits caractériels. C'est très, très facile. Et donc voilà, la machinerie est... Bon, je te laisse la parole. Juste pour Micheline, pour répondre un peu, oui. Dire un peu plus sur l'itinéraire de Micheline et son désir de liberté. C'est-à-dire que Micheline, elle est repérée en train dans l'espace public. Elle se fait mettre à la porte par sa mère, oui, je me souviens. Elle se fait mettre à la porte, elle ne sait pas où dormir. Elle va chez sa tante. Sa tante, au bout d'un bout de temps, elle en a marre. Elle le remet à la porte. Puis à un moment, elle dort sous le porche d'un petit hôpital. J'ai perdu le nom, Apt, ou je ne sais plus où, près d'Avignon. Et donc là, elle est repérée par des gens parce qu'elle dort sous le porche. Et donc là, on l'emmène gentiment, elle suit pour aller voir l'assistante sociale. Elle se laisse un peu porter. Et l'assistante sociale dit, ça va pas très bien. Elle va voir la famille, la mère. Oh, j'en ai marre de ma fille, j'en ai marre. Ah oui, je vous la laisse si vous voulez. Ce qui était assez fréquent à l'époque. Et vous avez 5, 6, 7 enfants, tout le monde est pris par son boulot. Encore une fille. Enfin, non, vous avez compris que la toile de fond, c'est que les enfants naissaient. Les enfants naissaient. Les enfants naissaient. D'accord. Il y a évidemment un peu d'avortement, mais très peu. Et c'est des vrais drames. Et donc, le délaissement, ça suffit pour qu'elle soit placée. Donc elle se laisse un peu faire, sauf que dès ses premiers... dans les foyers où elle est placée, très vite elle se barre, donc fugueuse. Donc c'est ça qui est génial, c'est que dès que vous avez mis le doigt, vous êtes dans le foyer, et si vous vous barrez, en plus vous êtes fugueuse. Et refuse de revenir, fout le bazar pendant les repas le soir. Donc les filles se révoltent, plus elles se révoltent, plus elles sont caractérielles, plus il faut les encadrer. Donc on est dans une machinerie absolument infernale. Donc ce qui va la sauver, c'est quoi? C'est qu'elle devient majeure. Et puis dans ces cas-là, les institutions sont géniales. C'est qu'ils disent, c'est fini. Moi je trouve ça génial. Oui, demain matin, il faut que tu partes parce que t'es majeur maintenant, au revoir. Donc on les retrouve à la rue. Et donc elle était placée en foyer, elle a fait 3 ou 4 foyers, et ensuite elle s'en va avec sa fille, mais elle garde le lien avec l'assistante sociale, d'où l'abondance de la correspondance qui permet de retracer ses cheminements. Elle va retrouver un membre de sa famille, une cousine à Marseille qui va l'héberger. Ça va mieux se passer, tout le monde craint qu'elle se fasse vider. L'assistante sociale dit... ça va mal, elle va se faire vider encore, mais elle ne se fait pas vider. Et donc, elle commence à trouver un boulot. Et ensuite, elle va se marier. Et ensuite, elle continue à envoyer des lettres à l'assistante sociale pour raconter comment la vie avance, tout simplement. Mais être happé par l'institution, quand vous êtes happé par l'institution, vous êtes foutu. Dans le sens, si la moindre révolte est un signe pathologique. Donc d'emblée, vous êtes foutu. Et c'est quand même des machineries où il faut produire quand même.
du test, du dossier, du stigmate et des orientations pour alimenter tous les foyers. La ancienne maritime, quand je travaillais, il y avait une centaine de centres pour tous les enfants de tous les âges. Donc c'est quand même des grosses machineries qu'il faut alimenter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas question de se dire on avait 120 enfants, on va passer à 100 et bientôt à 80 et à 60. Non, la machine, il faut qu'il y ait toujours 120. Donc il faut produire du signalement. Non, mais à un moment, il y a une machine de signalement qu'il faut vraiment alimenter, quoi. Ça, on ne l'étudie pas dans nos ouvrages, mais c'est à un autre niveau. Mais c'est très important d'alimenter les centres. Il y a des places. C'est comme l'hôpital, quoi. Oui, il y a des lits. On raisonne en termes de lits, donc il faut remplir les lits. Donc on rabat, on rabat, quoi. Oui, justement pour ces voix tout à fait étonnantes qui nous surprennent, je vous propose juste qu'on écoute un extrait de Zora, parce que c'est vrai que ça montre la force de nos stéréotypes. C'est encore plus surprenant d'entendre cette tonalité de liberté chez une jeune fille de cette période-là. Mais pourquoi ça nous surprend autant, finalement? Pourquoi tout d'un coup on est étonné d'entendre ce vent de liberté qui est simplement le vent de liberté d'adolescents d'un certain âge qui ont la vie devant eux et qui veulent encore pouvoir rêver de la vie qu'ils ont devant eux et qu'on leur impose pas tout ce qu'ils doivent faire. Mais c'est le numéro 8. Je propose juste qu'on l'entende et vous verrez à quel point sa voix est détonnante. Des fois aussi, on nous obligeait à faire des tests devant des psychologues, assembler des cubes géométriques, trouver la sortie des labyrinthes, dire ce qu'on voit dans des tâches, compléter des phrases. Ce que cela pouvait être ennuyant. Et puis, on devait souvent, comme à l'école, écrire des rédactions sur des sujets biscornus. Y a-t-il un métier que vous voudriez faire? Lesquels? Pourquoi? Y en a-t-il que vous ne voudriez pas faire? Lequel? Pourquoi? J'ai aucun métier à faire parce qu'en Algérie, les femmes ne travaillent pas. Elles font aucun métier, juste le ménage et la marmite. J'ai bien envie d'apprendre à coudre et je n'arrive pas. Je sais pas, et j'ai personne qui me fait apprendre à coudre. Ou encore, si j'étais reine, je serais respectée par les gens. Ils parlent de moi dans les journaux, je fais des beaux voyages en Amérique, en Angleterre, et je me marie avec un prince et j'habite un beau château. C'est tout. Moi, je cite à plusieurs reprises dans le livre cette phrase que je trouve merveilleuse de Germaine Tillon quand elle évoque ses premiers terrains algériens. Et elle dit « Je suis tout étonné d'avoir si peu d'occasion de l'être ». Et c'est vrai que c'est ce qui m'est arrivé. Je m'attendais en travaillant sur ce corpus spécifique de jeunes Algériens à être... vraiment face à un corpus spécifique par rapport à tous les dossiers que j'avais vus de très nombreux métropolitains. Ça fait des années que je travaille sur ce corpus de dossiers et là, c'est la première fois que je m'attachais aux jeunes Algériens. Et j'ai été tout étonné d'avoir si peu l'occasion de l'être. C'est-à-dire de me retrouver, certes, avec des adolescents qui avaient connu l'expérience migratoire, qui avaient... s'étaient affrontés parfois à des situations de racisme fortes qu'ils expriment, où ils sont furieux quand on les traite de bicots, ils sont pas du tout passifs à ça. Mais surtout, j'ai trouvé des adolescents comme les autres, c'est-à-dire des adolescents qui avaient envie, dont la préoccupation première, c'était de s'amuser, d'aller au cinéma, dès qu'ils avaient 3 sous, d'aller le dépenser, de draguer des filles. À l'époque... on est vraiment quand même, on drague plutôt l'autre sexe, et d'avoir ces envies d'aller au café, d'aller boire un coup, d'aller retrouver les copains, cette vie et sociabilité d'adolescence qui est tout à fait première, quoi. Et ça m'a beaucoup frappé, et que ces adolescents avaient déjà connu aussi cette vie d'adolescence en Algérie. Il y avait déjà des cinémas en Algérie, ils allaient en bicyclette avec les copains, il y avait toute cette sociabilité. Et donc on les retrouve dans cette vie d'adolescent et cette envie d'adolescent qui est très forte. Et là, il y a toute une série de rédactions qu'on leur demande, et je reviendrai justement sur les thèses, pourquoi il y a toutes ces rédactions, où on leur demande de s'imaginer qu'est-ce qu'ils voudraient devenir plus tard. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'à la fois, ils ont bien assimilé les limites qui leur sont posées du fait de leur statut social. Donc il y en a très peu qui pensent qu'ils vont faire l'université, des études, occuper
occuper des hautes fonctions. Hein, donc ils sont très conscients. Ils vont, quand ils parlent concrètement d'une profession qu'ils vont exercer, c'est des professions qui sont à la portée de leurs mains. Hein. Ils veulent être petits commerçants, ils veulent être ouvriers, ils veulent avoir un boulot stable. C'est plutôt, mais vraiment dans la catégorie sociale dans laquelle ils sont. Ils ont bien compris qu'il y a peu de mobilité sociale dans leur perspective. Mais ils ont aussi ces rêves, alors là par contre, de devenir astronaute, coureur automobile, acteur, monsieur muscle. Voilà, il y a cette dimension extrêmement forte où on voit que malgré cet impératif social, il y a la vie devant qui permet toujours de rêver, même si parfois leurs rêves sont assez traditionnels. Ils veulent se marier, ils veulent avoir une petite famille, des enfants, une petite maison, mais il y a la vie devant qui est à construire. Et ça, je pense que c'est important de se rappeler toujours cet âge très particulier qui donne une tonalité tout à fait particulière à ces rédactions. Alors pourquoi j'ai tous ces textes? Parce vous l'avez entendu, Zora l'exprimer, à quel point elle est agacée par toutes les questions qu'on lui pose, par toutes les nombreuses rédactions. Et en fait, les psychologues, c'est la première fois d'ailleurs que la justice va engager des psychologues dans les centres d'observation. C'est l'arrivée des psychologues dans le monde judiciaire. Ils vont inventer un dispositif absolument génial pour arriver à tester les jeunes sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de passer un test. Parce que vous avez vu, très vite, ils sont agacés, qu'on leur pose 10 000 questions, et puis surtout, à chaque fois, ça vous arrive quand vous vous retrouvez dans des administrations et on vous demande toujours les mêmes informations, c'est horripilant. Quand on est, encore plus quand on est adolescent, qu'on vous redemande comment vous appelez, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et on sent dans le ton et dans l'écriture, on comprend bien cet agacement. Donc ils veulent continuer parce qu'ils veulent vraiment trouver leur stigmate, tout ça. Donc ils veulent trouver un dispositif où on va les faire parler sans qu'ils aient l'impression qu'ils sont interrogés. Et ils inventent quelque chose de super, c'est qu'ils se disent comment faire pour arriver à ce qu'ils produisent de l'écrit, de la trace, et qu'on ne soit pas là en train de les interroger. Ils disent, ces gamins, en fait, pour la plupart d'entre eux, sont allés à l'école. Parce que l'école reste obligatoire de 6 à 14 ans à l'époque. Et quand on a 15 ans, 6 à 14 ans, c'est une grosse partie de sa vie à l'école. Or, à l'école, on vous a bien appris plusieurs choses. On vous a appris à obéir à des consignes, parfois un peu absurdes, notamment à rédiger des rédactions et à faire des dessins sur les thèmes les plus variés possibles, et on doit répondre. Et souvent, on a l'habitude de raconter vos vacances, raconter ce que font vos parents, raconter ça, on a l'habitude à l'école. Et donc, ils ont l'idée absolument géniale de créer une fausse classe. Ils vont créer, non pas parce qu'ils disent qu'ils ont du retard scolaire, il faut les remettre à niveau scolairement, non, ça leur est complètement égal. Ils créent une fausse classe pour faire des tests psychologiques déguisés. Et donc, ils vont leur mettre dans une situation où ils croient qu'ils retournent à l'école. Et d'ailleurs, ils y croient. Et ils sont agacés qu'on les renvoie à l'école. Encore à l'école, mais pourquoi on nous renvoie à l'école, quoi? Mais ça marche, parce qu'ils ont l'habitude. Donc, on les assoit vraiment dans une classe avec les chaises, les tables, et tout, avec des cahiers d'écoliers. Alors, ça m'a fait tilt en les retrouvant dans les dossiers, ça m'a tout de suite la Madeleine de Proust, quoi. Le cahier avec la marge rouge sur le côté, les petits carreaux, la marque Chambord, le Gaulois et tout ça. Mais encore, et ça marche encore même avec les jeunes d'aujourd'hui, le cahier, on ouvre un cahier scolaire, on est à l'école. Ça marche. Et on leur file ces cahiers scolaires et on leur donne des rédactions à faire. Alors pour cacher bien le truc, on leur donne aussi quelques petits problèmes de mathématiques, de géographie, quelques questions d'histoire. Mais l'essentiel, c'est des rédactions et des dessins. Or, c'est pas un institut qui leur fait faire des rédactions et puis on va pas corriger les fautes d'orthographe ou les fautes d'expression. On va essayer de repérer dans ce qu'ils ont dit des éléments justement de leur déviance à partir de toute la construction de la psychologie de l'époque qui s'alimente à la fois un petit peu de psychanalyse, un petit peu de tests projectifs, un petit peu de tests psychotechniques, et tout ça dans ce drôle de mélange, c'est les psychologues qui vont inventer des rédactions. Et ça marche. Les gamins, effectivement, répondent aux rédactions. Et on s'aperçoit, grâce à tout le reste de l'enquête dans le dossier, que très peu d'entre eux sont des affubulateurs. Et moi, je l'ai testé, d'ailleurs, avec des étudiants ou même avec des éducateurs en formation. Je leur ai fait faire le même exercice, mais d'emblée, de façon assez sèche. Je leur ai dit, voilà, vous avez une demi-heure pour faire cette rédaction. Je leur ai distribué des pages de cahiers d'écoliers avec le sujet recopié. Je leur ai absolument pas expliqué. C'est la première fois qu'ils me voyaient. Je leur ai dit, voilà, vous devez faire, vous répondez.
Je les voyais, à ma grande surprise, d'abord accepter de faire ça, alors que je leur avais donné les sujets de l'époque. C'était raconter votre plus grande peine, raconter votre plus grande joie, qu'est-ce qui vous a fait souffrir, enfin des choses quand même, quand on vous connaît pas, on a envie de dire, bon, mais qu'est-ce qui me demande, quoi. En plus, je les voyais tous remplir. Et puis après, je ramassais les copies, toujours à côté un peu au revêche, et puis là, je changeais de ton. Je dis, mais pourquoi vous avez répondu? Vous avez demandé. Je dis, quand je vous dis parle de vous, est-ce que vous avez parlé de vous? Oui, vous m'avez demandé. Je dis, mais enfin, c'est pas parce que je voulais demander, vous pourriez au moins inventer n'importe quoi. Et puis après, je lisais les copies, mais j'étais sidéré. J'avais des étudiantes ou des éducateurs qui me racontaient des fausses couches, qui me racontaient des décès, qui me racontaient vraiment des peines, des choses très intimes. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les dossiers. Et on le comprend aussi dans je dis toujours, dans ce merveilleux film des 400 coups de François Truffaut, qui a été placé dans un centre d'observation, qui l'a bien connu, cette aventure. Et il y a cette scène, vraiment, si vous l'avez oublié, revoyez le film. Il y a cette scène où le jeune Jean-Pierre Léaud va passer devant la psychologue. Et juste avant qu'il passe, il y a un autre du centre qui est là depuis plus longtemps, qui lui dit « Attention, tout ce que tu vas dire à la psychologue va être consigné dans ton dossier. » Moi, je sais, j'ai vu, je suis rentré par effraction dans le bureau du directeur, j'ai vu mon dossier, on a mis que j'étais un pervers constitutionnel, alors surtout, tiens-toi carreau. Et la scène d'après, qui est absolument un grand moment de cinéma, on a ce gros plan sur le jeune Antoine Douanel, interprété par Jean-Pierre Léaud. On voit jamais la psychologue, mais on entend par sa voix que c'est une jeune femme très à l'écoute, qui lui pose des questions. Et il dit tout ce qu'il ne faut pas dire. Il dit qu'il allait voir une pute à Pigalle, qu'il a volé de l'argent à sa grand-mère, et tout ça avec une espèce de... Parce que tout d'un coup, on l'écoute, il se retrouve dans cette situation-là, et c'est exactement ça qui fait toute la richesse de ces dossiers judiciaires, c'est que tout d'un coup, les jeunes se racontent. C'est plus compliqué d'inventer, de mentir que de raconter. Et quand on est astreint en plus à le faire pendant des après-midi entières, eh ben on se raconte. C'est ça qui permet de redonner la voix et à ces premiers concernés, justement, dont on parle tellement aujourd'hui, il faut les écouter. Par contre, ce qui est assez affolant du dispositif, c'est que on invente des dispositifs assez géniaux pour les faire parler, mais on les écoute pas. C'est-à-dire qu'on n'en fait rien. D'abord, ils sont totalement débordés par la quantité de production qu'ils leur ont fait faire pour une durée, en plus sur une courte durée. Et après, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment analyser tous ces écrits. Et donc finalement, on va faire que souligner certains mots et finalement qui vont conforter déjà une présomption de déviance qui était déjà portée dès Donc on va chercher que les mots qui vont effectivement confirmer un pronostic qui était déjà posé d'emblée. Je pense que les centres d'observation étaient des hauts lieux d'expérimentation, de sédimentation de tous les genres de tests qu'on pouvait faire pour arriver à ces fameuses 400 pages, jusqu'au rapport de psychiatre. Je ne sais pas, est-ce que tu as lu déjà des rapports de psychiatre, des dossiers, et surtout, est-ce que tu les as compris? Parce que moi, je me souviens d'en avoir lu, je comprenais presque rien. Mais peut-être que tu as une autre expérience que moi. C'est vrai que ça demande déjà une traduction, parce qu'il y a certaines théories qui sont quand même gratinées, genre toute la typologie. Alors déjà, la description physique dans la bouche d'un psychiatre, c'est pas il est blond, etc. C'est un type sténique. Donc c'est vrai que tout d'un coup, il faut déchiffrer, aller voir dans les théories des psychiatres ce qu'il y a. Mais dans le cas des jeunes Algériens, même dans la bouche des psychiatres, qui très rapidement et de façon affolante domine même leur expertise psychiatrique qui est basée quand même sur tout un langage qui se veut savant, c'est la racialisation du phénomène. Mais eux, comme ils veulent en faire quand même, ils veulent garder la scientificité, ils vont, comme je le disais, construire vraiment un tableau clinique très précis en expliquant que du fait de leur origine, du fait de leur transfert en métropole, ils ont un certain nombre de pathologies qu'ils vont décrire. Donc l'énurésie, alors là j'ai découvert c'est faire pipi au lit, l'ononcophagie, c'est manger les ongles, évidemment il y a toujours des mots savants, le QI.
Alors, le QI, évidemment, alors là... un peu débile léger. Alors, qui est particulièrement passionnant, le QI, pour les jeunes Algériens, c'est que le QI, c'est basé sur des connaissances scolaires et des tests de vocabulaire. Or, assez rapidement, les psychologues vont être un peu désarmés en disant... Le test a raté. Non pas que le jeune a raté au test, mais le test ne marche pas avec ces jeunes-là parce qu'ils sont trop différents. Ils connaissent pas assez la langue française, ils sont pas assez fréquentés l'école et du coup notre test n'est pas performant. Donc là aussi, c'est assez drôle, par retour de bâton, il y a une petite remise en cause du test. Si on voulait enquêter, il faudrait qu'on demande à 10 professionnels de nous laisser leur portable, leur téléphone portable, juste une semaine, en nous faisant confiance. Et on déchiffrerait tous les messages le souterrain des rumeurs de prison. Voilà, comment on considère les gens, les jeunes. Et oui, donc c'est une vraie révolution pour nous. On peut plus travailler que sur des écrits sur papier, puisque beaucoup de choses vont transiter par des réseaux. Et il est probable, je m'avance, hein, mais il est probable que la moitié des diagnostics transitent par les réseaux, par téléphone. C'est très très probable. Je sais pas. On perd actuellement les strates de fabrication d'un document. Ce qui est extraordinaire à l'époque, c'est que comme on tape un document puis on annote dessus, alors qu'aujourd'hui on efface avec une nouvelle version et on garde pas la version ancienne. Donc il y a toutes les annotations et puis il y a tous les petits courriers qui seraient aujourd'hui, c'est pas qu'on n'écrit plus aujourd'hui, mais c'est que le support sur lequel on écrit est d'une énorme fragilité au niveau de la conservation pérenne. Les SMS, on n'a jamais autant écrit avec les SMS, les WhatsApp, on écrit tout le temps, quoi. Mais on le conserve pas. On change de téléphone, c'est fini. On s'aperçoit très vite que les boîtes s'engorgent, les Gmail s'engorgent, nos mails s'engorgent. Donc on finit par supprimer ceux d'il y a plusieurs années. On n'imprime pas. Et on ne garde pas la trace. Et donc, tous ces petits échanges informels qui nous permettent de comprendre l'élaboration d'un diagnostic final et d'avoir que la dernière version, ça nous enlève évidemment énormément de choses sur tout le travail au long cours d'analyse qui permet de montrer les contradictions, les atermoiements, les tensions. Et je pense qu'effectivement, là, les courriers, c'est fantastique. La lettre est un document au niveau archivistique qui vieillit particulièrement peu. Quand on montre une lettre écrite au 19e siècle à un étudiant, il s'attend à avoir un style très ampoulé. Et non, on a des gens qui vont parler d'amour, qui vont parler de façon très claire, très simple. Et donc on a une écriture comme ça par la correspondance qui est absolument extraordinaire par sa fraîcheur. Et ça, malheureusement, c'est pas qu'on ne correspond plus, mais on correspond sur des supports qui ne se conservent plus à long terme. Et ça va être compliqué. Ceci dit, l'histoire et les historiens, on travaille toujours avec ce qui reste, mais il y a tout ce qui a disparu et il y a beaucoup de choses qui ont disparu. À chaque période, il y a énormément de choses qui disparaissent. Du fait de la qualité du papier, parfois, du fait du déménagement des institutions. On est tout le temps, alors surtout, je pense qu'on a beaucoup travaillé, c'est ce qui nous ressemble, dans des archives qui ne sont pas des archives qui sont sauvegardées pour l'éternité, qui ont été déposées dans les archives nationales. On est des historiens ou des sociologues de cave et de grenier, on m'a souvent appelé comme ça, c'est qu'on va enquêter sur place pour trouver des documents qui n'ont pas été versés. Et c'est là où on trouve tous ces documents. Et ces documents non versés, aujourd'hui, je crois que ça va être beaucoup plus problématique du fait que maintenant c'est sur un ordinateur quelque part, et puis la technologie avance très très très, très vite. On ne sait plus lire même un ordinateur. Moi, quand je pense, j'ai commencé ma thèse encore avec une machine à écrire à roulette. C'est impensable de dire. Donc mon master, il n'y a plus de traces à part le papier. Heureusement, il a été imprimé. La licence, c'est encore moins. Et pourtant, c'est déjà en une génération, c'est une accélération et un changement total. Et pour les archivistes, c'est un casse-tête monumental. Mais toujours, il y a des choses qui ont disparu. Les archéologues travaillent et arrivent à reconstituer des civilisations et à parler de civilisations anciennes où il n'y a pas d'écrits, où il n'y a pas toutes ces traces. Et encore une fois, on est en train de parler de traces de civilisations européennes qui ont une façon de produire beaucoup. Mais il y a des historiens sur l'Afrique, il y a des historiens sur l'Asie qui font du travail remarquable et qui n'ont pas du tout toute cette richesse de traces. Donc
Est-ce qu'on sera empêché? Est-ce qu'on ne trouvera pas d'autres moyens par justement des petits riens, des petits objets, des choses qui sont transmises par l'oral? Il y a toujours quand même... c'est étonnant, hein, comme en enquêtant, même sur la personne la plus... On nous a dit qu'il n'y avait plus rien. Et bien, quand on tire les fils, et quand on continue, on finit toujours par trouver des choses.